C'est une décision qui était très attendue. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a annoncé que le policier de la BAC de Marseille, suspecté d'avoir grièvement blessé le jeune Eddy, sera maintenu en détention provisoire. Nous retrouvons à Aix-en-Provence l'envoyé spécial d'Europe 1, Inès Zegloul. Bonsoir. Bonsoir. Décision rendue il y a moins d'une heure par le juge de la cour d'appel après la recommandation de l'avocat général. Oui, il sera donc maintenu en détention provisoire, vous l'avez dit, jusqu'à son interrogatoire prévu le 30 août prochain. Ce matin, l'agent reconnaissait pour la première fois être l'auteur d'un tir au LBD, mais ni avoir visé la tête d'Eddy. Un aveu, certes donc, mais la Cour estime en revanche que certaines déclarations ne concordent toujours pas avec ces mots très forts du président de la Chambre. La dénégation fallacieuse de certains éléments jette le discrédit sur l'ensemble des propos du policier, a-t-il dit. Pour la Cour, il s'agit donc de protéger maintenant le dossier de toute interférence policière jusqu'au prochain interrogatoire. Un sentiment partagé par maître Jacques Prigiossi, l'avocat du jeune homme. Les faits sont graves, ils sont avérés. Cet homme a menti depuis le début. Aujourd'hui, il a fait un aveu partiel qui est encore un mensonge parce qu'il est incomplet. Cet homme n'est pas courageux parce qu'il n'assume pas ses responsabilités. Et cet homme va rester incarcéré tant que l'instruction n'aura pas évolué suffisamment pour qu'on y voit plus clair. Donc maintenant, il faut laisser la justice faire son travail dans la sérénité et en veillant à ce que ces gens ne communiquent pas ensemble. Voilà, la justice passe et elle travaille. Un délibéré qui a été rendu en l'absence du policier soupçonné. Les syndicats des forces de l'ordre, eux, sont sortis de la salle d'audience hébétés. Ils ne comprennent pas ce maintien en détention provisoire. C'est incompréhensible, nous a confié l'un d'eux. Inès Zegloul en direct de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les conséquences des émeutes il y a quelques semaines, des violences qui ont visé de nombreux commerces. On se souvient de ces scènes de pillage sur la Canebière à Marseille. Parmi ces commerces, des bureaux de tabac, plus de 500 vandalisés en France. C'est dans ce contexte que l'État annonce le versement d'une aide pour les buralistes les plus touchés jusqu'à 10 000 € si les destructions et vols ont provoqué une fermeture d'au moins 3 jours. Et puis, on l'apprend aujourd'hui, le parquet de Nanterre a ouvert début juin une information judiciaire pour viol et violence conjugale. Elle vise le PDG de Casino, Jean-Charles Naouri. C'est ce qu'a indiqué donc le parquet de Nanterre. Les propos d'Emmanuel Macron dans le Figaro Magazine hier n'ont pas manqué de faire réagir à droite. Le chef de l'État est revenu sur les émeutes et l'a expliqué clairement, pas de virage à droite. Il a notamment répondu défavorablement à certaines propositions des Républicains et affirmé que la France est depuis toujours un pays d'immigration. Pour Guilhem Carayon, président des Jeunes LR, le président est en plein déni. Nous, évidemment, on déplore que le président de la République balaie d'un revers de main toutes nos propositions sur le retour de l'ordre et plus spécialement sur la question de la politique migratoire. Il n'a pas fait le bon diagnostic sur ce qui s'est joué dans le pays, sur la situation d'insécurité, sur les émeutes, parce que même dans son camp, même dans la majorité présidentielle, on avait entendu des voix qui s'était élevé pour soutenir nos solutions. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut redonner la parole aux Français sur le sujet. Il faut un référendum. Et le problème, c'est que on attendait un sursaut et on a une continuité totalement impuissante du président de la République sur le sujet, quoi. Le président des Jeunes LR, Guilhem Carayon, au micro de Mayalène Trémollet. 40 000 jeunes catholiques français, des centaines de milliers d'autres de partout dans le monde, à Lisbonne en ce moment, pour les journées mondiales de la jeunesse de l'Église catholique. Le pape François a rappelé tout à l'heure l'urgence dramatique du défi climatique, plaidant devant les jeunes pour une écologie intégrale. Et il va de nouveau s'exprimer dans moins d'une demi-heure pour la grande cérémonie d'accueil des JMJ à 18h45 sur une colline de Lisbonne. Bonsoir Alexandra Gégy. Bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial à Lisbonne d'Europe 1 pour les JMJ. Il y a déjà du monde autour de vous. On attend la prise de parole du pape avec impatience. Oui, en effet, l'esplanade est noire de monde et de drapeaux des 4 coins du globe. Des animations et des concerts se succèdent ici depuis 14 heures en attendant la prise de parole du pape François. Mais les premiers jeunes sont arrivés bien plus tôt, comme Emilia et Elisabeth, 2 Anglaises de 17 ans. On est arrivé vers midi parce qu'on voulait être au plus près du pape quand il arrivera. Je suis sûre que ça va être un moment qui va changer notre vie. On n'aura peut-être plus jamais la chance de le voir de si près, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Pas question de rater une minute de la cérémonie pour ces Anglaises. Tout comme Diane, 19 ans, son visage s'illumine en imaginant le pape sur l'estrade.
Je pense qu'avoir le Saint-Père avec nous, je pense que ça va être un moment de grande émotion pour tout le monde, que ça s'exprimera aussi de manière très différente chez chacun, mais qu'on aura tous cette sensation d'être là pour la foi tout simplement. J'ai vraiment hâte d'entendre ces paroles, d'entendre quel message d'espoir il va pouvoir nous délivrer. Un discours très attendu, mais surtout un grand moment de communion pour Oriane, 27 ans, drapeau français et jeu de cartes à la main. En fait, il y a ce côté aussi communauté avec les autres pays, et du coup c'est hyper sympa. Là, on est entouré de Portugais, d'Américains. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on est tous chrétiens catholiques. Et là, le fait de se dire qu'on est tous là pour prier ensemble avec le chef de l'église, c'est génial, quoi. Voilà, cette jeune Française et ses amis sont très impatients, alors ils enchaînent les parties de cartes pour que le temps passe plus vite, m'ont-ils dit. Le pape devrait maintenant prendre la parole ici à Lisbonne dans moins de 30 minutes. Alexandra Gégy, envoyée spéciale d'Europe 1 à Lisbonne pour les JMJ. Scène de pagaille à l'aéroport d'Orly aujourd'hui. Une panne du système de traitement des bagages du terminal 4 a entraîné d'importants retards. Plus d'1 heure parfois sur une quarantaine de vols. Plus de 10 000 passagers sont touchés par la panne. Pour l'instant, l'origine du dysfonctionnement n'est toujours pas identifiée. C'est une avancée dans la recherche et la lutte contre le cancer. Des chercheurs du CNRS ont trouvé une méthode pour bloquer la résistance des cellules au traitement anticancéreux. C'est l'un des freins majeurs dans la prise en charge des patients malades du cancer. En cause, la mutation des cellules qui deviennent plus résistantes aux chimios. Les résultats de ces travaux du CNRS ont été publiés hier dans la revue Nature. Yasmina Katou, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, au fil des chimiothérapies et des immunothérapies, les cellules cancéreuses changent de forme, se cachent même pour éviter le traitement. Mais grâce à l'anticorps fabriqué en laboratoire, la protéine qui permet cette mutation des cellules est bloquée. Résultat, toutes les tumeurs sont atteintes par les traitements anticancéreux. Patrick Mélène, directeur du Centre de cancérologie de Lyon, fait partie des scientifiques à l'origine de cette découverte. Il détaille les résultats prometteurs. Donc, ce qu'on a observé, c'est que chez l'homme, donc c'est juste à la phase 1 pour l'instant, on a une réponse en monothérapie, donc seul l'anticorps a l'air de donner des bénéfices. Donc effectivement, on a des patients qui on voit leur tumeur qui réduit de façon importante et on a stabilisé une partie importante des patients, c'est-à-dire que leur maladie a plus progressé. Les tests sur les humains continuent pour savoir si l'anticorps combiné à une chimiothérapie permet d'améliorer les résultats des traitements. En tout cas, sur les souris, c'est certain, l'étude le prouve, les thérapies ont plus de chances d'anéantir le cancer grâce à l'anticorps. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. Dans un instant, la suite du journal. Les entreprises françaises dégringolent dans le classement des grandes entreprises mondiales. Et puis le FC Sochaux-Montbéliard qui joue sa dernière carte. Le club saisit le tribunal administratif contre son exclusion de la Ligue 2. À tout de suite. Europe 1 Soir. Wilfried de Villers. À tous ceux qui font glisser leur couteau sur le bord du pot de Nutella pour découper l'opercule. Aux maniaques qui grattent les petits bouts d'alu doré pour qu'il ne reste vraiment rien. Et à ceux qui, à la fin du pot, raclent tous les bords au doigt. Bah oui, pour pas gâcher. En ce moment, Intermarché offre 34% en avantage carte sur le pot d'1 kilo de Nutella, soit 3,95 € avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 6 août, 5,99 € prix payé, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Ikea. Les enfants, ce midi on va manger chez Ikea. Chut, tu vas les exciter. Oh, écoute, vraiment le roi des boulettes. Ouais, des boulettes. Jusqu'au 3 septembre, vos enfants sont nos invités dans notre restaurant suédois. Avec la carte gratuite Ikea Family, pour tout achat d'un plat chaud et d'un dessert, le menu enfant est offert pour les moins de 12 ans. Conditions sur Ikea.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Casino, avec vous sur le terrain du pouvoir d'achat depuis 125 ans. Et avec vous, Marion, toujours à l'affût d'incroyables bons plans. Pendant la grande braderie de l'été, profitez de centaines de produits loisirs maison multimédia à moins 50%. Jusqu'à 50% d'économie sur des centaines de produits. Incroyable bon plan. Chez Casino, notre priorité, c'est vous. Offre valable chez Supermarché Casino, Géant et Casino Hyperfrais. Conditions et magasins participants sur casino.fr. Europe 1 Soir. Wilfried de Villers. 18h10, la suite du journal. 24, c'est le nombre d'entreprises françaises qui figurent dans les 500 plus grandes entreprises mondiales selon le classement Global 500 du magazine américain Fortune. C'est un record à la baisse. Jamais nous n'en avions compté si peu. Malheureusement, Hugues de Tournemire, les années passent et la France compte de moins en moins d'entreprises dans ce top 500.
Oui, la bonne forme des énergéticiens français, Total Énergie en tête, ne suffit pas à occulter ce constat. Le nombre d'entreprises françaises chute ces dernières années dans le classement de Fortune. On en comptait 31 en 2020, 28 en 2021, 25 en 2022 et donc 24 cette année, encore une de moins. Cette tendance d'ailleurs inquiète Hervé Joly, chercheur au CNRS et spécialiste des entreprises. Il y en a qui en sortent, c'est normal. Mais il n'y en a pas qui rentrent. Depuis plusieurs années, il n'y a pas de nouvelles entreprises. Et globalement, quand on regarde nos 24 entreprises, on n'a pratiquement que des entreprises centenaires. Toute la nouvelle économie n'a pas d'impact sur ce classement. Le constat est différent pour les États-Unis. Avec les GAFA, ils se taillent la part du lion dans les nouvelles technologies. Au fond, ce que met en évidence ce classement, c'est que le centre de gravité de l'économie mondiale ne se situe plus en Europe. Globalement, l'Europe régresse par rapport à l'Amérique du Nord et surtout par rapport évidemment à l'explosion de l'Asie du Sud-Est, de la Chine en particulier, également du Golfe Persique. C'est la Chine qui compte le plus d'entreprises parmi les 500 plus grosses du monde, un total de 142. Petit motif de satisfaction, rapporté à la taille du pays et à sa richesse, la France reste le pays européen qui compte le plus de groupes dans ce classement. Hugues de Tournemire du service économie d'Europe 1, une enquête préliminaire ouverte par le parquet national antiterroriste après la publication d'un communiqué du Front de Libération Nationale Corse. Le groupe nationaliste armé revendique 16 attentats, la plupart contre des résidences, mais aussi contre le véhicule d'un officier CRS et contre 2 agences bancaires. Le FLNC justifie ces actes en invoquant, je cite, une lutte contre un processus de destruction du peuple corse. Romain Peugeot joue sa dernière carte. Le propriétaire du FC Sochaux-Montbéliard dépose un recours en référé devant le tribunal administratif pour protester contre l'exclusion de Ligue 2 de son club. Dernière carte parce que si le club est relégué en national, il risque tout simplement le dépôt de bilan. C'est ce qu'estiment les Sochaliens rencontrés par notre reporter sur place, Tatiana Gezelman. 2 chiffres suffisent à résumer l'importance du FCSM dans le paysage local. 4 000, le nombre d'habitants de Sochaux, et 20 000, le nombre de places du stade Bonal. Autant de supporters qui affluent lors des matchs et irriguent les commerces alentours, comme celui de Nicolas. On va voir l'impact parce que c'est ce qui a attiré le plus ici, c'est ce qui a apporté la dynamique un week-end sur 2. Ça a attiré quand même pas mal de monde, les supporters adverses, pas mal de gens qui venaient de partout en France. Il y a près de 10 ans, lorsque le club avait dégringolé de Ligue 1 en Ligue 2, l'impact pour le pays de Montbéliard avait été chiffré à 7 millions d'euros. Il pourrait donc être encore plus important en cas de relégation en National 3. Et si le club coule, ce sont aussi 150 salariés qui vont se retrouver au chômage, se désole Franck Cornevaux, délégué du personnel. Tout le monde se fait des soucis, bien sûr, parce qu'il y a des salariés comme moi qui ont plus de 20 ans d'ancienneté. Puis ça arrive tellement soudainement qu'on n'a pas de plan B. Il y a des gens qui ont du mal de retrouver, peut-être sur Montbéliard ou à proximité, quoi. Et c'est aussi tout un symbole qui s'effondre pour cette région, marquée par la désindustrialisation et dont le club de foot a été fondé il y a près de 100 ans par 2 ouvriers de l'usine Peugeot. Une usine qui comptait plus de 40 000 salariés dans les années 70 et où ne travaillent désormais plus que 6 000 personnes. Tatiana Gezelman, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Le football sur le terrain, la Coupe du Monde féminine. L'équipe de France connaît son adversaire pour les 8e de finale. Il s'agira donc du Maroc, Colin Abgral. Oui, les Lionnes de l'Atlas ont écrit l'histoire de leur sélection aujourd'hui. En battant la Colombie 1-0, les Marocaines se sont qualifiées pour les 8e de finale du mondial australien et néo-zélandais. Et cela pour leur toute première participation à une phase finale de Coupe du Monde. Un véritable exploit, d'autant que les Lionnes avaient perdu leur première rencontre 6-0 face à l'Allemagne. Le début d'une épopée qui fait écho à celle de leurs homologues masculins lors du mondial qatari en décembre dernier. Les Lions avaient atteint les demi-finales de la Coupe du Monde avant de tomber face à l'équipe de France. Une chose est certaine, le football marocain vit en ce moment les plus beaux mois de son histoire. Pour les tricolores, c'est une bonne nouvelle sur le papier. Les Bleus évitent l'Allemagne, double championne du monde et octuple championne d'Europe, éliminée pour la première fois de son histoire dès les phases de poule. Le rendez-vous est pris France-Maroc ce mardi 8 août. Le sélectionneur des Bleus, Hervé Renard, sera face à un visage connu du football français, Reynald Pedros, le sélectionneur des Lionnes de l'Atlas, ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais féminin et ancien international français. Les tricolores joueront pour une place en quart de finale qu'elles ont atteint lors des 2 dernières Coupes du Monde. Colin Abgral du service sport d'Europe 1.